Mathieu Kérékou, l'homme qui a plongé un pays dans la tempête, l'a transformé et a fini par le remettre au peuple. Il existe dans l'histoire du Bénin une silhouette qui traverse les époques comme une ombre imposante, parfois inquiétante, parfois rassurante, souvent contradictoire, toujours décisive. Cette silhouette, celle d'un militaire au regard dur, d'un révolutionnaire improvisé, d'un président autoritaire, puis d'un chef d'État repentant et finalement d'un vieil homme presque mystique, est celle de Mathieu Kérékou. Son nom résonne encore dans la mémoire collective béninoise, comme celui d'un dirigeant qui aura marqué près d'un demi-siècle de vie politique, d'une manière que peu d'hommes en Afrique ont réussi, par la force, par l'idéologie, par la ruse et finalement par la sagesse du renoncement. Son histoire n'est pas celle d'un héros, elle n'est pas non plus celle d'un tyran pur. C'est l'histoire d'un homme, avec ses failles, ses élans, ses illusions, ses erreurs, et parfois un éclat de lucidité qui a changé le destin d'un pays entier. Bien avant que son nom ne fasse trembler les ministères, bien avant que ses discours marxistes ne résonnent aux quatre coins du pays, Mathieu Kérékou n'était qu'un enfant du Nord. Un boy rejeté parfois, respecté souvent, mais toujours entouré du sentiment que sa destinée aurait une forme particulière, une forme dure, inflexible, comme le fer noir qu'on chauffe dans les feux des forgerons de son village. Il naît en 1933 à Kouarfa, dans une famille modeste. Il grandit dans un Dahomey encore sous domination coloniale, un territoire où les hiérarchies sociales et ethniques sont aussi lourdes que le climat étouffant de la saison sèche. Chez les siens, il apprend le silence, la patience, l'observation, ces armes plus puissantes qu'un fusil, celles que seuls les esprits discrets savent manier. Le jeune Mathieu est intelligent, mais d'une intelligence froide. Il n'aime pas le bruit, il ne discute pas, il écoute, il observe, il note tout. Il comprend très tôt que dans ce Dahomey, secoué par les rivalités internes, nord contre sud, militaire contre civil, ancien contre moderne, celui qui veut survivre doit apprendre à parler peu, frapper vite, avancer caché. Sa famille n'a pas les moyens de lui offrir une grande éducation, mais il possède un sens moral, religieux et traditionnel profondément enraciné. Il développera plus tard un mélange surprenant de mysticisme, de convictions religieuses fluctuantes et de pragmatisme militaire. Lorsque Kérékou entre dans l'armée, il ne sait pas encore qu'il va construire l'une des carrières politiques les plus improbables d'Afrique. Il part au Mali, puis au Sénégal et en France pour recevoir une formation militaire rigoureuse. Lorsqu'il revient, le Dahomey est devenu un laboratoire d'instabilité. Entre 1960 et 1972, le pays connaît 6 coups d'État. Les présidents se succèdent, tombent, reviennent, sont renversés, se vengent, repartent. Le pays devient la risée de l'Afrique de l'Ouest. Le jeune capitaine Kérékou est témoin de tout ça. Il apprend surtout une leçon essentielle. Dans un pays instable, celui qui tient l'armée tient l'État. Il n'est pas encore marxiste. Il ne parle pas encore de révolution. Il n'est pas encore le caméléon. Il n'est qu'un officier silencieux, méthodique, qui grimpe les échelons sans trop attirer l'attention. Mais ceux qui travaillent avec lui sentent déjà quelque chose, une froideur stratégique, une capacité à se rendre indispensable, une manière d'attendre le bon moment. Et ce moment, il arrive en 1972. Le 26 octobre 1972, le Dahomey vacille encore une fois. Dans les rues de Cotonou, un bruit court. L'armée a parlé. Le commandant Mathieu Kérékou a renversé le conseil présidentiel dirigé par Justin Aomadegbe Tometin, Sourou Migan Apiti et Hubert Maga. Personne ne s'y attendait vraiment. Certains disent qu'il avait été influencé par certains intellectuels béninois de gauche. D'autres soutiennent que l'Union soviétique et Cuba voyaient en lui un allié potentiel. D'autres encore pensent qu'il s'agissait d'un simple mouvement stratégique,
donner au pays une idéologie forte pour asseoir son autorité. Quelles que soient ses motivations profondes, Kérékou plonge le pays dans une transformation brutale. Le Dahomey devient la République populaire du Bénin. Il se rebaptise le camarade président. Il exige qu'on l'appelle guide de la révolution. Un culte de la personnalité commence à se former. Très vite, la répression s'abat. Les opposants sont arrêtés, certains torturés, d'autres disparaissent. Le parti unique devient la règle absolue. Les Béninois apprennent à marcher sur la pointe des pieds. Les critiques se murmurent dans les salons. La peur devient un instrument de gouvernance. Les banques sont nationalisées. Les grandes entreprises aussi. Le régime veut tout contrôler. Le commerce, l'industrie, l'éducation, les médias. Le but affiché, combattre les inégalités, libérer le peuple, réduire l'influence des élites économiques. Le résultat, une économie asphyxiée, des pénuries, une population qui commence à souffrir. Les écoles deviennent des lieux d'endoctrinement. Les enfants apprennent des chants révolutionnaires. Les portraits du camarade président envahissent les murs. Le discours officiel vante l'égalité, le socialisme, le travail collectif. Dans les rues, tout semble organisé, discipliné, figé. Mais dans les maisons, une autre réalité se développe. La faim, la peur, le doute. Les années 1980 sont un calvaire pour le Bénin. Les nationalisations échouent. Les caisses de l'État se vident. La corruption devient endémique. Le pays s'enfonce dans la misère. Les enseignants ne sont plus payés. Les fonctionnaires sont en grève permanente. L'armée elle-même commence à douter. Kérékou, lui, continue de parler de révolution, de peuple, de socialisme, mais plus personne n'y croit. Le FMI refuse de continuer à financer un pays mal géré. La Banque mondiale aussi. Le Bénin devient littéralement en faillite. En 1989, tout bascule. Le mur de Berlin tombe. Le monde entier assiste à la chute du communisme. Et avec tous les régimes marxistes en Afrique, celui de Kérékou commence lui aussi à vaciller. Mais la chute ne vient pas de l'Europe. Elle vient du peuple béninois. En 1989-1990, les Béninois descendent dans la rue. Les étudiants se révoltent. Les syndicats appellent à la grève générale. Les prêtres prennent la parole. Les femmes manifestent. Les fonctionnaires, épuisés, refusent de continuer à travailler. Le pays entier se dresse contre Kérékou. Alors, pour la première fois depuis sa prise de pouvoir, il hésite. Il ne tire pas. Il ne bombarde pas. Il ne réprime pas par la force brutale comme tant d'autres dictateurs en Afrique. Il réfléchit. Il écoute. Il accepte une idée révolutionnaire. La Conférence nationale. La Conférence nationale de février 1990 est un moment historique. Le monde entier observe. Le Bénin devient le premier pays africain dirigé par un parti marxiste à accepter une transition démocratique sans violence. Pendant plusieurs jours, les délégués parlent, dénoncent, racontent, analysent, accusent. Ils critiquent Kérékou ouvertement. Ils dévoilent les dérives du régime. Ils exposent les scandales. Ils réclament des comptes. Et le président reste assis, stoïque, silencieux. Il écoute. Le verdict tombe. La révolution est terminée. Le parti unique aussi. Une transition démocratique s'ouvre. Kérékou pourrait envoyer l'armée. Il pourrait dissoudre la conférence. Il pourrait instaurer la terreur. Mais il ne le fait pas. Il déclare simplement « Je prends acte ». Ce geste lui vaudra un respect immense, même chez ses anciens détracteurs. En 1991, les premières élections libres du Bénin ont lieu. Kérékou se présente. Il perd. Nicéphore Soglo est élu. Pour la première fois, le Bénin connaît une véritable alternance démocratique. Kérékou, l'ancien dictateur marxiste, se retire. Il part vivre dans sa maison à Natitingou. Il prie, il médite, il réfléchit. Mais son histoire n'est pas encore terminée. La transition démocratique installe au pouvoir Nicéphore Soglo, un technocrate formé en Europe et soutenu par les institutions financières internationales.
Il incarne la rupture avec le passé autoritaire. Il parle d'assainir les finances, moderniser l'État, moraliser la vie publique. Mais gouverner un pays exsangue, fracturé, encore marqué par 20 ans de propagande marxiste, n'est pas une mission simple. Très vite, des tensions apparaissent. Les réformes sont douloureuses, les fonctionnaires protestent, les grèves se multiplient, le Sud et le Nord se crispent, une partie de la population estime que Soglo gouverne pour une élite. Dans les marchés, dans les ateliers, dans les mosquées, dans les églises, les murmures grandissent. Et un nom revient constamment, Kérékou. On raconte qu'il a changé. On raconte qu'il passe plus de temps à prier qu'à parler. On raconte qu'il n'est plus le marxiste dur des années 70. On raconte qu'il a compris ses erreurs. On raconte même qu'il s'est converti au christianisme évangélique. Certains se moquent. D'autres murmurent qu'un homme qui reconnaît ses fautes mérite une seconde chance. Kérékou, silencieux comme toujours, observe. Il ne s'exprime presque jamais. Il ne critique jamais ouvertement Soglo. Il attend. Et en 1996, il revient, non plus en treillis militaire, non plus en révolutionnaire, mais en vieil homme calme, presque mystique, entouré de pasteurs et d'imams, vêtu de boubous sobres, parlant de paix, de pardon, de réconciliation. Sa campagne n'a rien de spectaculaire. Elle repose sur une seule idée, répétée comme une litanie. L'homme fait des erreurs, mais Dieu pardonne. Contre toute attente, ce message touche profondément le peuple. Le Bénin est fatigué des conflits politiques, fatigué de l'arrogance des élites, fatigué des réformes imposées de l'extérieur. Et dans les urnes, c'est un véritable séisme. Mathieu Kérékou est réélu président. Le dictateur déchu revient par les voies démocratiques. Le monde n'en revient pas. Les diplomates africains n'en reviennent pas. Les économistes n'en reviennent pas. Mais les Béninois ballottés entre misère, espoir, déception et résignation savent une chose. Dans un pays qui vacille, la stabilité vaut parfois plus que les promesses. Le retour de Kérékou étonne tout le monde. Le marxiste-léniniste n'existe plus. Le discours révolutionnaire est enterré. Les portraits géants ont disparu. Le guide de la Révolution n'est plus qu'un souvenir lointain. À la place, apparaît un président humble, presque timide, qui parle lentement, choisit ses mots, cite la Bible, remercie Dieu, demande pardon et écoute beaucoup. Les journaux étrangers écrivent « Le caméléon a encore changé de couleur ». Mais cette fois, ce n'est pas un camouflage, c'est une métamorphose, car son second règne repose sur 3 piliers nouveaux. La paix comme priorité absolue. Après des années de chaos et de grève, il comprend que sans paix, aucune nation ne peut se relever. Il apaise les syndicats, il ouvre des dialogues, il réduit les tensions ethniques, il pacifie la scène politique, la réconciliation nationale. Il ne poursuit pas ses anciens ennemis, il ne cherche pas la vengeance, il ne parle presque jamais de son passé révolutionnaire. Des prêtres témoignent. Il priait longuement, seul, la nuit. L'ouverture économique. Il accepte les réformes du FMI, non pas par conviction idéologique, mais par nécessité. Il ouvre le pays aux investisseurs étrangers. Il tente de moderniser l'administration. Ce n'est pas un mandat spectaculaire. Ce n'est pas un mandat de grande réforme, mais c'est un mandat de stabilisation. Le Bénin respire. L'élection présidentielle de 2001 est tumultueuse. Le premier tour est serré. Nicéphore Soglo et Adrien Ungbeji contestent les résultats. Ils refusent même de participer au second tour, qu'ils jugent irrégulier. Le Bénin est au bord d'une crise post-électorale. Le spectre de la violence plane. Et au milieu de ce chaos, Kérékou apparaît encore une fois comme un homme qui ne cherche pas les flammes. Il reste calme, presque impassible. Il demande de la retenue. Il appelle à l'unité. Finalement, il est reconduit pour un 2e mandat consécutif, son 4e en réalité. Mais le vieil homme se fatigue. Son visage porte les marques de l'âge. Sa voix, déjà faible,
devient presque un murmure. Il confie parfois en privé « Le pouvoir n'est pas un fauteuil, le pouvoir est un fardeau ». La lente sortie d'un monument politique. Ce 5e passage au sommet de l'État ressemble à un long crépuscule. Le pays est stable, oui, mais la pauvreté persiste, les infrastructures manquent, la jeunesse s'impatiente, les syndicats grondent. Mais contrairement à ses premières années de règne, Kérékou ne dirige plus par la peur, ni par l'idéologie. Il dirige par la patience, la prudence et la foi. Il parle moins, il agit doucement, il apparaît peu. Les ministres prennent plus de place. Les conseillers montent en influence. L'homme qui, autrefois, contrôlait tout ne veut plus se battre. À plusieurs reprises, certains partisans tentent de modifier la Constitution pour lui permettre de se présenter encore. Il refuse. Il répète « La Constitution est notre boussole. Je respecterai la Constitution ». Un message à peine voilé à d'autres présidents africains qui tentaient d'aller jusqu'au bout. En mars 2006, le Bénin vit un moment extraordinaire. Pour la première fois dans l'histoire moderne du pays, un président termine son mandat, respecte la Constitution et part réellement, sans bruit, sans drame, sans crise, sans répression, sans manœuvre. Le dernier discours de Kérékou est humble. Il remercie le peuple. Il invoque Dieu. Il demande pardon à tous ceux qu'il a pu blesser. Il souhaite la paix au Bénin. Dans un geste symbolique, il quitte le palais présidentiel dans une voiture simple, escortée sans faste, et retourne chez lui. Le 6 avril 2006, Thomas Boni Yayi lui succède. Kérékou disparaît de la scène politique. Il n'écrit pas de mémoire. Il ne donne pas d'interview. Il ne critique aucun président. Il devient un patriarche retiré, solitaire, presque mystique. Pour comprendre Mathieu Kérékou, il faut accepter le paradoxe. Il a été un dictateur, mais aussi l'un des rares dictateurs africains à remettre réellement le pouvoir au peuple. Il a imposé un régime marxiste, mais il a gouverné ces dernières années en chrétien fervent. Il a plongé le pays dans la répression. Mais il en a sorti le pays par la paix. Il a dirigé par la peur, puis il a dirigé par l'humilité. Il a été adulé, craint, détesté, puis respecté. Peu d'hommes ont traversé autant de phases. Son surnom, le caméléon, n'est pas une insulte. C'est une vérité profonde. Il savait changer, s'adapter, survivre, se métamorphoser, non pas pour manipuler, mais parce qu'il comprenait que la politique, surtout dans un pays fragile, est un art mouvant. En vieillissant, Kérékou devient une figure presque sacrée. On raconte qu'il passait des heures à prier, qu'il recevait peu de visiteurs, qu'il ne parlait presque plus de politique. Dans certaines régions du pays, on évoque son nom avec nostalgie, dans d'autres, avec méfiance. Mais partout, on reconnaît son rôle central dans la construction de la démocratie béninoise. Il meurt le 14 octobre 2015. Le pays entier s'arrête. Les radios suspendent leurs programmes. Les drapeaux sont mis en berne. Des milliers de Béninois défilent pour lui rendre hommage. Même ses adversaires politiques reconnaissent sa place dans l'histoire. L'héritage de Mathieu Kérékou est complexe. Il a laissé des blessures, la répression, les arrestations arbitraires, les exécutions, la crise économique, les erreurs marxistes. Il a laissé des fondations, la démocratie, l'alternance pacifique, la stabilité politique, l'exemple du respect de la Constitution. Il a laissé une leçon, qu'un homme peut changer, qu'une nation peut pardonner, qu'un peuple peut redresser son destin. Il n'a pas seulement dirigé le Bénin, il l'a transformé. Il l'a plongé dans l'ombre, il l'a ramené à la lumière et il a accepté de s'effacer. Monsieur Patrice Talon est démis de ses fonctions de président de la République. Le lieutenant-colonel Tigri Pascal est nommé président du comité militaire pour la refondation pour comité de ce jour, fait à Cotonou le 7 décembre 2025.
Le 7 décembre 2025, des éléments des forces armées béninoises ont annoncé à la télévision publique qu'ils avaient démis le président Patrice Talon et suspendu la Constitution, se désignant comme le comité militaire pour la refondation, dirigé par le lieutenant-colonel Pascal Tigri. La prise de parole des putschistes a été brève. L'armée loyale au gouvernement a rapidement repris le contrôle de plusieurs points stratégiques, et les autorités ont affirmé que la tentative avait été mise en échec. Au petit matin de ce dimanche 7 décembre 2025, un groupuscule de soldats a engagé une mutinerie dans le but de déstabiliser l'État et ses institutions. Face à cette situation, les forces armées béninoises et leur hiérarchie, fidèles à leur serment, sont restées républicaines. Leur riposte a permis de garder le contrôle de la situation et de faire échec à la manœuvre. Aussi, le gouvernement invite-t-il les populations à vaquer normalement à leurs occupations. Je vous remercie. Des accrochages et des tirs ont été signalés à Cotonou, des journalistes ont été brièvement retenus à la station de télévision et plusieurs arrestations de militaires impliqués ont été rapportées par les autorités locales. Le président Talon a ensuite tenu une allocution affirmant que la situation était sous contrôle. Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir parce que notre pays a vécu aujourd'hui des événements d'une gravité extrême. En effet, un groupuscule de soldats, sous prétexte de revendications fallacieuses, a entrepris une mutinerie à l'effet de s'attaquer aux institutions de la République et de déstabiliser notre nation en remettant ainsi en cause l'ordre démocratique. Une telle entreprise aurait eu pour conséquence de plonger notre pays dans une aventure sans lendemain, aux conséquences désastreuses. Elle aurait mis un coup d'arrêt au processus de développement amorcé par notre pays grâce aux efforts entrepris par toutes ses filles et tous ses fils. En pareille circonstance, le devoir républicain m'impose, en ma qualité de président de la République, chef suprême des armées et garant de la stabilité du pays, de prendre les mesures appropriées pour faire échec à l'œuvre des aventuriers désireux de nous faire retourner dans un passé de triste mémoire. J'ai donc, en coordination avec le commandement des forces de défense et de sécurité, engagé les actions nécessaires au maintien de la paix en vue de garantir la sécurité et la quiétude de tous sur toute l'étendue du territoire national. Je voudrais ici saluer le sens du devoir de notre armée et de ses responsables qui sont restés républicains et loyaux à la patrie. Avec eux, nous avons fait front, repris les positions jusqu'à nettoyer les dernières poches de résistance des mutins. Cet engagement et cette mobilisation nous ont permis de faire échec à ces aventuriers et d'éviter le pire à notre pays. Cette forfaiture ne restera pas impunie. C'est le lieu pour moi de féliciter nos forces de défense et de sécurité dans leur ensemble pour leur sens du devoir. Je voudrais, par la même occasion, avoir une pensée pour les victimes de cette aventure insensée, de même que pour les personnes encore retenues par les mutins en fuite. Je leur donne l'assurance que nous ferons front pour les retrouver sains et saufs. Mes chers compatriotes, je voudrais par la même occasion vous remercier particulièrement, vous, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour votre soutien actif et vos nombreux messages d'encouragement durant cette journée. Ils nous ont rassurés et donné l'énergie nécessaire pour faire front au nom du Bénin qui, nous pouvons le dire, a bien une âme. Enfin, je voudrais vous rassurer que la situation est totalement sous contrôle et vous inviter, par conséquent, à vaquer sereinement à vos occupations dès ce soir même.
la sécurité et l'ordre public seront maintenus partout sur le territoire national pour garantir la liberté d'aller et de venir à toutes et à tous. Vive la République, vive le Bénin. Je vous remercie. La CEDEAO a condamné fermement la tentative de coup et a ordonné le déploiement immédiat d'éléments de sa force en attente pour appuyer le gouvernement béninois et préserver l'ordre constitutionnel. Le bloc régional a aussi évoqué des sanctions ciblées comme levier de pression contre les auteurs du putsch. Le rôle du Nigeria. En tant que puissance voisine et acteur majeur de la CEDEAO, le Nigeria a joué un rôle opérationnel notable. Selon plusieurs dépêches, Abuja a déployé des troupes et des moyens aériens pour aider à déloger les putschistes et sécuriser les infrastructures prises, y compris la station de télévision et des emprises militaires. Le Nigeria a justifié son action par la nécessité de protéger la stabilité régionale et d'éviter la propagation d'un effet domino dans l'espace ouest africain. La position et l'action de la France. La France a condamné la tentative de coup et exprimé son soutien aux efforts diplomatiques de la région, CEDEAO, Union africaine. Paris s'est dit prêt à appuyer des actions humanitaires ou logistiques si la situation l'exigeait et a appelé au calme et à un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Le ministère français des Affaires étrangères a publié un message officiel réaffirmant ces éléments. Diplomatie française. Enjeux et conséquences immédiates. Politique intérieure. L'événement est survenu dans un contexte politique tendu, à quelques mois de la présidentielle, avril 2026, où des choix de succession et des décisions gouvernementales avaient déjà créé des divisions. Les putschistes ont invoqué des griefs envers la gestion de la sécurité et le traitement des militaires. Financial Times régional. La mobilisation rapide de la CEDEAO et la contribution active du Nigeria montrent la volonté du sous-continent de circonscrire toute rupture constitutionnelle par le dialogue, mais aussi par la menace d'une intervention. France 24. Diplomatie internationale. L'Union européenne, l'ONU et des capitales étrangères ont condamné la tentative et appelé au respect des institutions démocratiques, intensifiant la pression diplomatique sur les mutins. Au moment des premiers bilans publics, la tentative de coup avait été présentée comme déjouée par les autorités béninoises, plusieurs arrestations avaient été effectuées, et la pression régionale, Nigeria, a contribué à isoler les putschistes. Reste à suivre l'évolution des procédures judiciaires, le règlement politique autour des revendications des militaires et le rôle de la communauté internationale dans l'accompagnement d'un retour durable à l'ordre constitutionnel.